bienvenue, vous regardez i24 News. Surtout restez avec nous, c'est votre rendez-vous avec le sport, un programme chargé puisque nous parlerons des Jeux Olympiques et puis également tous les résultats football du week-end. Mais comme promis, on commence par le sport d'hiver. Et c'est l'heure de revenir sur ce qu'il ne fallait pas rater de plus important à Sotchi, les plus belles victoires, les plus belles images. Nos champions sont en forme. Allez, regardez, c'est parti. On commence par de la luge. L'Allemand Félix Losch remporte pour la seconde fois la médaille d'or de luge olympique après Vancouver en 2010. Il a de nouveau écrasé la concurrence à Sotchi. Il devance le Russe Albert Demchenko qui participait à ses 7e Jeux olympiques et le double champion olympique italien Armin Zogler. Losch espère pouvoir dès 2018 être l'unique lugiste à remporter l'or sur les 3 différents Jeux olympiques. On enchaîne avec le saut à ski masculin. Regardez, le Polonais Kamil Stoch remporte la médaille d'or avec un saut qui lui rapporte 278 points. Il devance le Slovène Peter Svech et le Norvégien Anders Badal. La Pologne n'avait pas remporté de médaille d'or sur la discipline depuis 1972. On termine avec le 30 km de cross-country skiathlon. Le Suisse Dario Colonia a remporté l'épreuve en attaquant à 1 km de l'arrivée. Il devance le Suédois Marcus Hellner et Martin Sundberg, le Norvégien. Déception en revanche pour le tenant du titre Peter Northug. Il a craqué sur la fin et a fini à une piteuse 17e place. Alors on le sait, les JO de Sotchi sont très controversés, mais au-delà des problèmes logistiques et des scandales de corruption, Sotchi, c'est aussi le lieu des grandes tensions sociales. Une communauté est dans la ligne de mire du pouvoir en ce moment, le pouvoir russe. Ce sont les homosexuels, mais à force d'essayer de les exclure, Poutine a transformé ces Jeux en tribune de défense des droits des gays. Lise Barenbaum nous en dit plus. Il n'y a pas de gays à Sotchi. En tout cas, c'est ce que le maire de la ville se plaît à déclarer dans les médias. En Russie, ce genre de propos ne choque pas l'opinion. L'homosexualité n'est plus considérée comme un crime depuis 1993. Et pourtant, la communauté gay reste dans le collimateur d'un gouvernement qui revendique ouvertement son homophobie. Les JO d'hiver dont Poutine a fait son projet personnel sont le théâtre d'affrontements graves. En juin dernier, le président russe fait passer une loi interdisant la propagande homosexuelle à destination des mineurs. Les étrangers qui se livrent à cette soi-disant propagande risquent une amende de 2 300 €, 15 jours de détention et l'expulsion du pays. Une loi obscure qui masque à peine le bras de fer qui oppose l'État russe à la communauté gay. En gros, ce que le Parlement russe a dit, c'est que si vous êtes perçu comme étant gay ou si l'on pense que vous faites des choses de gay, eh bien vous irez en prison. Depuis le vote de cette loi, les homosexuels russes font face à une véritable flambée de violence. Selon une récente étude de l'université d'Harvard, les gays sont battus, violés et assassinés en Russie. 77% des homosexuels russes déclarent qu'ils n'ont aucune confiance dans la police de leur pays. Les JO d'hiver cristallisent cette situation de tension sociale extrême. Et même si de grands responsables politiques condamnent la politique discriminatoire de la Russie, Poutine ne lâche rien. Nous devons tous élever nos voix contre les attaques à l'encontre des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des personnes transgenres. Nous devons nous opposer à l'arrestation, l'emprisonnement et aux restrictions discriminatoires auxquelles ils sont confrontés. Pour enrayer cette chasse aux sorcières, 52 champions olympiques ont lancé un appel dans un journal anglais afin de faire abroger la loi. Même initiative de la part de 200 écrivains de renommée mondiale, dont Salman Rushdie et Jonathan Franzen. Mais à vouloir interdire à tout prix la dite propagande homosexuelle, Poutine a fait de ces Jeux une tribune mondiale pour la défense des droits LGBT. C'est Google qui ouvre les festivités en affichant le drapeau gay sur sa page d'accueil. La chaîne anglaise Channel 4 a mis en ligne une vidéo parodique. Pareil pour l'Institut canadien pour la diversité qui publie une vidéo mettant en scène 2 sportifs sur une piste de bobsleigh dans un corps à corps très suggestif. La photo des sportifs allemands habillés aux couleurs du drapeau gay a aussi fait parler d'elle. L'association All Out a mobilisé des manifestations dans 19 villes à travers le monde, de New York à Melbourne, notamment à Paris où les activistes dénoncent l'inaction des grands sponsors. En Russie veulent censurer tout geste positif ou tout propos positif qui serait considéré comme de la propagande de relations non traditionnelles. Comme aucun de ces termes n'a été défini, c'est un outil d'oppression pour les Russes gays et lesbiennes et les associations bien entendu. Du côté des hommes politiques, certains grands chefs d'État ont choisi de ne pas se rendre à Sotchi. C'est le cas de David Cameron, François Hollande et Barack Obama. Le président américain a également décidé d'envoyer des icônes de la lutte pour les droits homosexuels, le skateur Brian Boitano et la hockeyeuse Caitlin Carhow. Boycott ou simple provocation?
Une façon de détendre un peu l'atmosphère. Récemment, Poutine a fait un amalgame douteux entre homosexualité et pédophilie, rappelant que sa loi ne s'adresse qu'aux homosexuels qui encouragent les mineurs à les imiter. En Russie, la ségrégation continue puisque les députés s'apprêtent à débattre d'une nouvelle loi anti-gay qui retirera leurs droits parentaux aux homosexuels. Et j'accueille sur ce plateau Lise Barenbaum. Lise, bonsoir, bienvenue. Alors, on a l'impression que Poutine a voulu exclure les homosexuels, mais finalement, ça se retourne contre lui, hein. Oui, comme on le voit dans le reportage, la mobilisation pour contrecarrer toutes les actions de Poutine contre les homosexuels est très très forte sur Internet, mais pas uniquement. En fait, ça dépasse complètement les frontières du web. Dans le monde entier, des gens s'insurgent. Alors par exemple, au Canada, dans plusieurs villes, on a des drapeaux gays qui flottent dans les rues en signe de soutien à Ottawa, à Montréal, à Vancouver. Et puis il y a d'autres gens qui carrément n'hésitent pas à donner de leur personne. Par exemple, un ministre norvégien qui est ouvertement gay, totalement assumé. Qui est déplacé avec son mari, je crois, là-bas. Exactement. Il a décidé de pas du tout boycotter. Lui, il va à Sotchi avec son mari. Oui. Alors, c'est vrai que cette histoire de gay, on en entend depuis plusieurs mois. Il y a eu de nombreuses manifestations dans le monde entier, hein. Ici même à Tel Aviv, mais on ne pensait pas que les Jeux Olympiques, ça allait être finalement la scène des revendications des gays. Oui, alors c'est le pied de nez de l'histoire. En fait, effectivement, Poutine a vraiment voulu exclure et isoler les homosexuels depuis le mois de juin, en réalité. Et les associations, les gens sur Internet, tout le monde en profite pour faire de Sotchi une tribune. Alors, il y a eu une petite surprise, on s'y attendait pas du tout. À l'ouverture des Jeux, vous voulez dire ? Exactement. Pendant la cérémonie d'ouverture, on a un groupe qui a été annoncé au dernier moment. C'est les chanteuses du groupe Tattoo. Ouais. Alors, je vous rappelle qu'elles se sont fait connaître à la fin des années 90 avec des clips très très provocants et ouvertement lesbiens. Et donc, elles ont chanté pendant le concert. Alors, est-ce que c'est une manipulation de Vladimir Poutine ou une tentative d'apaisement ? On ne sait pas, mais en tout cas, on ne s'attendait pas du tout à ça. Il n'y a pas que l'homophobie comme problème à Sotchi, Lise, rassurez-moi, il y en a d'autres, des soucis. On a parlé de corruption, on a parlé de plein de choses. On a parlé d'écologie, on a parlé effectivement de beaucoup de choses. Et là, le dernier scandale en date, eh bien, il a éclaté sur Twitter. En fait, ça concerne la dernière porteuse de la flamme olympique, qui est une ancienne patineuse russe, Irina Rodnina. Et en fait, les médias américains ont exhumé un tweet que cette femme a posté au mois de septembre sur Twitter. Elle l'avait effacé ensuite. Donc ce tweet, c'est une photo de Barack et Michelle Obama dans laquelle elle a incrusté une banane. Elle n'avait pas du tout expliqué son geste à l'époque, mais déjà l'ambassadeur des États-Unis à Moscou, Michael McFaul, n'avait pas du tout caché sa colère. Il avait parlé d'une honte pour la Russie. Et donc aujourd'hui, on s'interroge aux États-Unis, on se demande si c'est pas une façon d'envoyer un message à Obama que d'avoir choisi cette femme pour porter la flamme olympique, puisque Obama, je vous rappelle, il n'a pas fait le déplacement jusqu'à Sotchi et il a lui-même décidé d'envoyer 3 athlètes qui sont des icônes de la communauté gay dans la délégation américaine. En tout cas, si c'est un message pour Obama, c'est pas très classe de la part de Poutine. Oui, alors décidément, cette femme olympique qui déchaîne beaucoup de passion, elle a fait le tour du monde d'ailleurs, on l'a vu même aller sur la Lune cette année. Il y a une autre polémique autour de ça. Oui, alors la flamme olympique, elle a été portée par des gens très illustres, la première femme cosmonaute, des réalisateurs de cinéma, des chefs d'orchestre, et une autre femme qui s'appelle Alina Kabaeva. Donc qui est Alina ? C'est une ancienne gymnaste russe, une ancienne championne olympique en 2004, qui depuis est devenue membre du Parlement russe, dans le parti de M. Poutine, sauf qu'il paraîtrait que c'est aussi la maîtresse du président russe. Alors Poutine a nié avoir été consultée pour nommer les gens qui portent la flamme olympique. D'ailleurs, Alina, elle n'est pas très légitime pour la porter, puisque son sport, la gymnastique rythmique, n'est même pas représenté à Sotchi. Bah oui. Finalement, elle n'a pas été mise à contribution, mais ça a enflammé les médias. Il faut dire que ce ne serait pas le premier passe-droit qu'on aurait vu à Sotchi. Oui, on n'espère pas que ça va faire une autre affaire Trierweiler-Hollande en plein milieu des JO de Sotchi. On n'a pas besoin de ça. On espère que tout va bien se passer jusqu'à la fin. Au niveau de la sécurité, comment ça se passe, Lise ? On a quelques échos. Alors au niveau de la sécurité, c'est un peu le camp retranché. Vous savez qu'il y a eu des attentats au mois de décembre, donc Poutine a déployé les grands moyens, l'armée, des dizaines de milliers de policiers, même les États-Unis et la France ont envoyé des brigades de police. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu croire, les gens se sentent assez rassurés dans cette atmosphère, puisque beaucoup ont dit qu'ils se sentaient en danger avant de venir à Sotchi. Alors il y a eu beaucoup de gags, ça y est, tout est rétabli, il y a du courant dans les chambres, il y a de l'eau courante,
tout va bien? Alors, il paraît que dans le village olympique, tout va bien. Pour les athlètes, ça va. Mais les journalistes sont un peu plus mal lotis. Il n'y a toujours pas Internet ni le téléphone. Merci beaucoup Lise. Voilà, avant de fermer ce chapitre sport d'hiver, on jette un coup d'œil au tableau des médailles. Le Canada qui prend le dessus grâce notamment à 2 médailles d'or et d'argent. La Norvège est seconde avec plus de médailles mais moins de médailles d'argent. Les États-Unis, grands favoris de cette compétition, ne sont que 4e pour le moment. Et on ouvre une page football. Maintenant, on se rend dans le sud de la France pour le cash. ICO, il y en avait des millions sur le terrain. Le match de l'année en Ligue 1. L'AS Monaco a reçu au stade Louis II le Paris Saint-Germain. Il y avait beaucoup d'attentes, mais la rencontre a accouché d'une souris. Match nul, 1 but partout qui maintient le statu quo, mais qui n'arrange effectivement personne. On écoute tout de suite Laurent Blanc, l'entraîneur des Parisiens. Je pense que Monaco est rentré avec d'autres ambitions en deuxième mi-temps, notre schéma tactique aussi. Mais je crois qu'avec beaucoup plus de motivation et essayer de nous gêner beaucoup plus que ce qu'il avait fait en première mi-temps. Je pense qu'en première mi-temps, c'est peut-être là où on loupe le coche, parce qu'on maîtrisait quand même vraiment très bien notre sujet en première mi-temps. Et dans les autres rencontres de cette 24e journée, Lyon confirme sa très bonne forme en battant en Nantes. Marseille écrase Bastia, 3-0 à domicile. Lille s'impose face à Sochaux, alors que Saint-Etienne ne peut mieux faire qu'un match nul et vierge contre Toulouse. À noter que le match entre Bordeaux et Lorient a été reporté. Et on jette un œil au classement. Le PSG qui maintient ses 5 points d'avance sur l'AS Monaco. Lille confirme sa 3e place, mais ça se resserre chez les poursuivants. Seuls 5 points séparent le 4e Saint-Etienne du 7e Reims. Championnat espagnol, à présent, le suspense est à son apogée en Liga. Vous allez le voir, les images tout de suite. Le Barça, qui a perdu sa première place le week-end dernier, s'est déplacé à Séville et tout commence mal pour les Catalans. Au quart d'heure de jeu, les Andalous ouvrent le score grâce à Moreno. Mais Barcelone a dû répondre à un coup franc de Messi. Alexis Sanchez égalise de la tête. Un Messi très en forme qui donne l'avantage aux siens juste avant la mi-temps d'une superbe frappe dans le petit filet. Encore un l'Argentin, regardez, qui tout en finesse fait le break, poteau rentrant et doublé pour la Pulga. Et en parlant de finesse, Fabregas n'est pas en reste, il clôture la marque d'une petite pichenette, 4-1 pour le Barça. Et le Real Madrid a aussi ses artistes contre Villarreal. Gareth Bale s'est illustré en ouvrant le score. Je vous rappelle que le Gallois revient de blessure. Karim Benzema double la mise en reprenant un centre de Bale. Malgré la réduction du score du sous-marin jaune, Madrid continue de pousser et Ressé redonne de l'air à son équipe. Mais encore une fois, Villarreal va mettre la pression avec ce magnifique coup franc de Dos Santos. Je vous laisse apprécier. Et Madrid ne se laisse pas abattre et va à nouveau frapper grâce à Benzema. Le Français égalise ainsi le nombre de buts au Real de son idole, le Brésilien Ronaldo, avec 104 buts. Score final, 4-2. Et on termine avec la surprise de la journée. Le leader, l'Atlético Madrid, s'est déplacé sur la pelouse d'Almeria et les Madrilènes se sont fait surprendre. Une défaite 2-0 dans les 10 dernières minutes de jeu. Allez, on va jeter tout de suite un œil au classement. Avec un suspense qui reste entier, les 3 leaders sont maintenant à égalité de points. Cela à la différence de buts qui permet de les départager. L'Athletic Bilbao, avec un match en moins, est à 14 points, tandis que Villarreal, malgré sa défaite, reste 5e. On enchaîne avec le championnat d'Angleterre. Rien ne s'arrange pour Manchester United. Les Reds Devils ont reçu à domicile le dernier du classement Fulham. Et pourtant, les Mancuniens se sont à nouveau fait surprendre avec un match nul de partout alors qu'ils menaient jusque dans les arrêts de jeu. On écoute tout de suite la réaction des 2 entraîneurs. Nous avons très bien commencé le match et nous avons fait de bonnes choses, mais nous avons encaissé un but immérité. Il y aurait dû avoir un vainqueur pour ce match et cela aurait dû être Manchester United. Je tire mon chapeau à mes joueurs. Ce qui fait le plus plaisir, c'est leur réaction, alors qu'ils perdaient 2-1. Ils ont gardé la tête haute et ont poussé jusqu'au bout.
Et dans les autres matchs, Manchester City n'a pas pu se défaire de Norwich. Arsenal a lourdement chuté face à Liverpool. Défaite 5-1, c'est sévère et violent. Et c'est Chelsea qui fait la bonne affaire de la journée en s'imposant 3-0 sur Newcastle avec un triplé d'Eden Hazard. Bouleversement donc, au classement. Chelsea a patiemment attendu son tour, son moment et prend la tête de la Première Ligue avec un point d'avance sur Arsenal et 2 sur les Citizens. Liverpool est à l'affût et s'approche à 4 points du podium. Et on s'envole pour la Californie. Regardez ces images terrifiantes. C'est une course de voiture sur le circuit de Pomona et ça se passe pendant les championnats d'hiver. Le véhicule du pilote Ron Cap explose, sort de la piste et s'enflamme. Des images absolument impressionnantes. L'accident a eu lieu juste après la ligne d'arrivée. Heureusement, le coureur de 48 ans n'a subi aucune blessure sérieuse pendant ce tour de qualification. On peut dire que c'est un vrai miracle. On se demande d'ailleurs comment c'est possible. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Quel bonheur d'avoir passé ce moment en votre compagnie. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles aventures sportives. En attendant, vous pouvez nous revoir en replay sur notre site internet i24news.tv. Restez avec nous. L'info continue sur i24news.